As-tu déjà vu un potager si impeccable et fertile qu'il semble presque magique? Les Amish maîtrisent l'art de construire des plates-bandes surélevées sans machines ni produits chimiques, uniquement grâce à des techniques ancestrales et une patience infinie. Leurs plates-bandes, solides pendant des décennies, dirigent l'eau avec maîtrise et créent un refuge où les plantes poussent fortes et heureuses, comme si elles étaient plantées sur une terre bénie. Un véritable rituel naturel. Le choix de l'emplacement, une science solaire. Non, les Amish ne creusent pas au hasard dans le premier coin venu. Ils choisissent l'emplacement du potager comme s'ils résolvaient une énigme, et il y a une raison solide derrière cette obsession. Dans toutes les communautés Amish, lorsque la saison des semis arrive, tu verras que toutes les plates-bandes sont placées dans des zones baignées de soleil toute la journée. Au minimum 6 à 8 heures de soleil direct, aucune plate-bande ne reste à l'ombre partielle. Tandis que beaucoup plantent puis espèrent le meilleur, les Amish passent des jours à observer la trajectoire du soleil. Ils étudient le terrain à 7 heures du matin, à midi et au coucher du soleil pour voir comment se déplacent les ombres. Ce n'est pas de l'entêtement à l'ancienne, les plantes sont en essence des panneaux solaires comestibles, sans lumière, pas de récolte. Les Amish ont appris cela il y a des générations, quand une mauvaise récolte signifiait la faim, pas une simple visite au supermarché. Pente, drainage et l'erreur du terrain plat. Mais il ne s'agit pas seulement de soleil, l'eau doit aussi s'écouler correctement. Si le terrain est trop plat, les racines s'étouffent. S'il est trop pentu, la terre fertile disparaît avec la première grosse pluie. C'est pourquoi les Amish recherchent une pente légère et naturelle qui permette à l'eau de s'infiltrer sans stagner. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils trouvent une zone plate, arrachent quelques mauvaises herbes et pensent pouvoir construire. Grave erreur. Les Amish retirent toute la végétation jusqu'à laisser la terre complètement nue. Ils savent qu'une seule racine de mauvaise herbe peut envahir tout le potager en quelques semaines. Préparation profonde du sol. Gratter ne suffit pas. Tandis que d'autres se contentent de gratter la surface, les Amish descendent à 30 cm de profondeur avec des outils manuels comme des fourches et des houes. Ce qu'ils construisent n'est pas seulement un lit de culture, mais une autoroute souterraine pour les racines. Ils brisent les zones compactées pour que les plantes respirent et poussent sans obstacle. Évaluer la qualité du sol est simple mais essentiel. Si tu prends une poignée et qu'en la pressant elle s'effrite comme une pâte à gâteau, c'est parfait. Si elle forme une boule dure, c'est de l'argile. Si elle s'effrite complètement, c'est du sable. Ces deux extrêmes freinent la croissance. De plus, les Amish attendent le moment idéal pour travailler la terre. Trop humide, elle forme des mottes dures comme du béton. Trop sèche, elle ne produit que poussière. La patience lors de la préparation du sol évite des heures de travail pénible ensuite. Planification millimétrée du cadre. Avant de couper la moindre planche, les Amish marquent les limites du lit avec des piquets et des cordes, vérifiant chaque mesure 2 fois. Rien de pire que de construire un cadre parfait pour découvrir ensuite qu'il ne rentre pas dans l'espace prévu ou qu'il bloque l'accès à la porte du jardin. Une barrière naturelle contre les mauvaises herbes. L'étape suivante est ingénieuse. Créer une barrière pour empêcher les herbes indésirables, sans utiliser un seul produit chimique. Et le secret est surprenant, du carton. Oui, de simples cartons deviennent le bouclier secret des Amish contre les mauvaises herbes. Pendant que d'autres pulvérisent des herbicides ou arrachent sans fin, les Amish étouffent le problème dès le départ. Les grandes boîtes de réfrigérateurs sont idéales. Les vieux journaux posés en couches épaisses ou les sacs de jute sont aussi utilisés, surtout ceux qui contenaient des grains ou de la nourriture. Stratégie de mise en place de la barrière. Installer cette barrière demande plus de stratégie qu'on le pense. Chaque morceau de carton doit chevaucher le suivant d'au moins 15 cm comme des tuiles de toit, mais à l'envers. Si tu laisses un espace, les mauvaises herbes se faufileront plus vite qu'un ado cherchant des ennuis un samedi soir. Les Amish humidifient tout en travaillant. Le carton sec se recroqueville et laisse des trous. Mouillé, il épouse le relief du sol et reste en place. Ils l'arrosent à la main ou au tuyau pour qu'il s'imprègne bien et bloque totalement la lumière. Sans lumière, les mauvaises herbes meurent. Erreur fréquente, croire que le carton suffit. Beaucoup pensent que le carton suffira à éliminer pour toujours les mauvaises herbes. Mais les Amish savent qu'il doit être recouvert d'une couche protectrice de compost ou de bonne terre de 5 à 8 cm. Cette couche sert à 3 choses. Maintenir le carton en place, offrir un support de culture et empêcher qu'il sèche ou s'envole. Le moment d'installer cette barrière est crucial. Le mieux est de le faire au printemps, quand la terre est encore humide et que la saison de culture approche. Le faire en été signifie lutter contre un carton qui se roule. À l'automne,
Ça peut fonctionner si l'on prépare pour la saison suivante. Contrôle de qualité, coins et matériaux. Pendant l'installation, les Amish inspectent chaque centimètre, surtout les bords et les coins. Une barrière couverte à 90% ne sert à rien. Les mauvaises herbes n'ont besoin que d'un petit espace pour se répandre. Chaque matériau demande une attention différente. Le carton se pose en grandes plaques. Le journal nécessite plusieurs couches. La toile de jute couvre bien, mais doit être soigneusement superposée. Le choix dépend du terrain et du niveau prévu d'invasion des mauvaises herbes. Temps de décomposition et planification future. La durée de vie de ces matériaux varie. Le carton se décompose en 12 à 10 à 8 mois, enrichissant le sol lentement. Le journal disparaît en 6 à 12 mois. La toile de jute peut durer jusqu'à 2 ans. Les Amish planifient la rotation des cultures en tenant compte de ces temps de décomposition. Une fois cette base bien installée et recouverte, la véritable construction commence. Choisir le bois parfait pour un cadre qui durera des décennies. Des bois qui défient le temps. Les Amish ne construisent pas des plates-bandes surélevées avec n'importe quel bois. Ils misent sur 3 essences qui ont prouvé leur résistance: le cèdre, le robinier faux acacia, black locust, et le séquoia rouge, redwood. Là où d'autres bois bon marché se décomposent comme du papier mouillé, ceux-ci restent solides, même enterrés et exposés à l'humidité. Le cèdre contient des huiles naturelles qui repoussent les champignons et les insectes. Il agit comme s'il contenait un conservateur intégré. Qu'il soit blanc ou rouge, le cèdre fonctionne bien, même si le rouge est souvent plus cher. Les Amish le choisissent car il est courant, durable et ne nécessite aucun traitement chimique. Le robinier, quant à lui, est quasiment indestructible. Il est si dense et robuste que certains poteaux de clôture faits avec lui ont survécu plus longtemps que les fermes elles-mêmes. Il est difficile à trouver, mais lorsqu'ils en obtiennent, les Amish ne le laissent jamais filer. Son endurance sous terre est incomparable. Le séquoia rouge est plus courant dans l'Ouest. Ces tanins agissent comme les huiles du cèdre, et en vieillissant, il prend une belle teinte gris argenté. Il est plus léger que le robinier, mais reste extrêmement résistant. Son seul défaut, le prix, car le bon séquoia est cher. Pourquoi il refuse le bois traité? De nombreux jardiniers modernes choisissent du bois traité sous pression pour sa praticité, mais les Amish l'évitent complètement. Pas parce qu'ils rejettent la technologie, mais parce qu'ils savent que les produits chimiques utilisés comme l'arséniate de cuivre chromé ou le cuivre alcalin quaternaire peuvent s'infiltrer dans le sol et contaminer les cultures. Pour eux, la résistance naturelle l'emporte toujours. Il ne vaut pas la peine de risquer la santé des aliments pour un peu de durabilité écologique toxique. L'épaisseur compte. La plupart des magasins de jardinage vendent des planches minces de moins de 2 cm. Cela peut convenir pour des projets temporaires, mais pas pour des plates-bandes censées supporter des années de terre et d'humidité. Les Amish privilégient des planches d'au moins 3,5 cm d'épaisseur, idéalement 5. Les planches épaisses résistent mieux à l'arc, à la torsion et aux fissures. Hauteur et largeur selon les cultures. La hauteur du lit dépend de ce que l'on cultive. Pour des plantes à racines superficielles comme la laitue ou le basilic, 20 cm suffisent. Pour des tomates ou des poivrons, on recommande entre 25 et 30 cm. Une hauteur supérieure n'est nécessaire que si le sol draine mal ou si l'on veut éviter de se pencher trop. En ce qui concerne la largeur, les Amish utilisent des planches entre 15 et 30 cm, assez larges pour réduire les joints, mais pas au point de se déformer ou d'être difficiles à manipuler. Les planches trop larges ont tendance à gondoler lorsqu'elles alternent entre humidité et sécheresse. Inspection préalable et calcul précis. Avant d'acheter, les Amish examinent chaque planche à la recherche de nœuds morts, de fissures ou de veines irrégulières. Un nœud peut tomber avec le temps, laissant un trou qui affaiblit la structure. Une fissure peut s'agrandir avec les variations climatiques. En revanche, des veines droites et régulières signifient un bois plus solide et stable. Pour calculer la quantité de bois à acheter, ils ne se limitent pas à la taille du lit. Ils tiennent compte des renforts d'angle et des erreurs possibles. C'est pourquoi ils achètent 10 à 15% de plus que nécessaire. Ils préfèrent avoir des chutes que manquer de matière. Travaillent avec des outils manuels. Une fois le bois sélectionné, il est temps de le couper et de le façonner avec pour seul allié des outils à main et de l'expérience. Les scies manuels bien affûtés coupent le cèdre et le robinier sans difficulté, si l'on sait s'en servir. Les Amish entretiennent leurs scies avec précision. Les dents doivent être aiguisées et inclinées correctement. Une scie émoussée, c'est la lutte. Une scie bien entretenue glisse toute seule. Mesurer 2 fois et couper 1 fois n'est pas un simple proverbe, c'est une règle de survie.
Si l'on se trompe, il n'est pas question de retourner chercher une planche au magasin. Ils utilisent des règles en bois et des équerres en acier pour vérifier les dimensions sous plusieurs angles avant la première coupe. Après la coupe, ils passent des rabots manuels sur les bords. Cela élimine les échardes et les marques qui pourraient créer des espaces ou laisser entrer l'humidité. Des surfaces lisses s'assemblent mieux et permettent d'éviter que la structure ne s'affaiblisse avec le temps. Assemblage solide et sans complications. Pour les coins, les Amish préfèrent des joints d'arrêt simples. Une planche vient perpendiculairement contre une autre. Pour renforcer, ils utilisent des clous galvanisés et des équerres en bois fabriqués à la main. Pas besoin de joints complexes comme les queues d'aronde ou les tenons mortaises. Ce serait trop compliqué pour un potager. Avant de clouer, ils percent des trous. Pilotent avec des tarières ou des poinçons. Cela évite que les bois durs ne se fendent, surtout près des bords. Les clous galvanisés résistent mieux à la rouille grâce à leur revêtement de zinc. Encore mieux, les clous annelés, dont la surface striée accroche fermement le bois. Les équerres intérieures taillées en triangle renforcent chaque angle. Elles répartissent le poids de la terre entre plusieurs planches, évitant que les clous ne portent toute la charge. Ainsi, la structure ne vacille pas et ne s'écarte pas avec le temps. Montage précis et surface soignée. L'assemblage se fait sur des surfaces planes et stables, comme les sols des granges. Ils construisent aussi des établis temporaires avec des tréteaux et des planches. Ils vérifient constamment les diagonales du cadre. Si les deux diagonales mesurent la même longueur, le cadre est parfaitement d'équerre. Sinon, il faut ajuster. Le ponçage final élimine toutes les aspérités qui pourraient accrocher les vêtements ou blesser les mains. Ils commencent avec un papier abrasif grossier pour corriger les défauts, puis un fin pour un toucher lisse. Les bords supérieurs reçoivent une attention particulière, car ils seront les plus manipulés. Avant de remplir le lit de terre, ils le posent sur le terrain préparé pour faire un test. Cela permet de détecter tout vacillement, trou ou irrégularité à corriger avant que la structure ne soit alourdie par des centaines de kilos de terre humide. Niveler le terrain, précision sans technologie. Obtenir qu'un cadre fait à la main soit parfaitement de niveau sur un sol irrégulier exige des techniques raffinées au fil des générations. Le terrain coopère rarement avec nos plans, et c'est pourquoi beaucoup de plates-bandes bricolées ressemblent à des survivantes d'un tremblement de terre. Les Amish, cependant, ont maîtrisé l'art de dompter le sol en n'utilisant que des pelles, des râteaux et un niveau à bulles traditionnel. Une planche longue et bien droite devient l'outil le plus précieux. Ils choisissent un morceau de bois de 2,5 mètres à 3 mètres, le posent d'angle à angle sur le cadre et placent le niveau par-dessus. Cette combinaison détecte la moindre différence de hauteur. Pas besoin de niveau laser ni de batterie. Cette méthode fonctionne tout aussi bien. Éliminer les irrégularités, couche par couche. Les zones surélevées sont corrigées en premier, car il est plus facile d'enlever de la terre que d'en ajouter. Ils utilisent des pelles plates pour gratter en couches fines, en vérifiant souvent avec le niveau pour éviter d'enlever trop. Si trop de terre est retirée, il faut combler à nouveau, ce qui crée des zones molles qui s'affaisseront. Dans les zones basses, la stratégie est plus prudente. Il ne suffit pas de remplir un creux avec de la terre meuble, elle finirait par se tasser. À la place, les Amish ajoutent de la terre par couche d'environ 5 cm et la compactent avec le dos d'un râteau ou un pilon manuel. Ce processus imite l'installation naturelle du sol. Pendant le travail, l'eau devient une alliée. Il vaporise légèrement les zones remplies pour faciliter la compaction. Une terre humide se tasse mieux et révèle les zones qui manquent de soutien. Trop d'eau, en revanche, transforme le sol en boue. Il l'applique donc progressivement et laisse absorber. Le cadre, à la fois guide et outil de diagnostic, le cadre lui-même révèle si tout est en ordre. S'il repose à plat, sans vaciller ni laisser de vide, le sol est prêt. Les Amish appuient sur chaque coin pour détecter le moindre mouvement. Si quelque chose bouge, ils nivellent à nouveau. Ils mesurent aussi les diagonales du cadre. Si elles sont de même longueur, le cadre est d'équerre. Le nivellement peut déformer la structure, donc ils vérifient toujours en dernier et ajustent au besoin. Pour fixer le cadre en place, ils ajoutent une fine couche de terre à l'intérieur, d'environ 2,5 cm. Cela empêche le cadre de glisser lors du remplissage et répartit le poids uniformément. Le mélange idéal, terre, compost et matière organique. Une fois le cadre nivelé et fixé, la prochaine étape commence, créer le substrat parfait. C'est là qu'entre en jeu la règle du 60, 30, 10, 60% de terre végétale de qualité qui apporte volume et structure, 30% de compost mûr qui améliore la texture et apporte des nutriments,
Et les 10% restants sont des matières organiques comme du fumier bien décomposé ou du terreau de feuilles qui enrichissent l'environnement des racines. Les Amish ne font pas confiance aux sacs de terre vendus dans les jardineries. Beaucoup contiennent de l'écorce ou du sable. Ils préfèrent des fournisseurs locaux fiables qui tamisent la terre et connaissent sa composition. Une bonne terre doit être sombre, sentir la forêt humide et se délier facilement sans devenir poussière. Compost maison et équilibre des matériaux. Le compostage est une activité constante chez les Amish. Ils utilisent des restes de cuisine, des feuilles mortes, du gazon et du fumier. Ils l'entassent en tas ou dans des caisses derrière leurs maisons et granges. Le secret est d'équilibrer les matériaux riches en carbone, comme les feuilles, et ceux riches en azote, comme les restes végétaux. Trop d'azote et le compost devient gluant et malodorant. Trop de carbone et il mettra une éternité à se décomposer. La température révèle le degré de maturation. Pendant la phase active, le compost peut atteindre entre 60 et 70 degrés Celsius. Pour le vérifier, les Amish plongent la main au centre du tas. S'il est encore chaud, il est en train de se décomposer. Une fois refroidi et sans dégagement de chaleur, il est prêt à l'emploi. Comme un bon vin, le compost s'améliore avec le temps. Le précipité mène à des résultats médiocres. Couche et drainage, sans tout mélanger d'un coup. Au lieu de mélanger tous les composants en un seul tas, les Amish les posent par couches dans la plate-bande. D'abord la terre, puis le compost, puis la matière organique. Ils répètent ce schéma jusqu'à remplir le lit. Chaque couche est délicatement ratissée pour casser les mottes avant d'ajouter la suivante. Cela permet d'obtenir un mélange homogène sans effort excessif. Ensuite, ils font un test de drainage. Ils inondent le lit et observent la vitesse à laquelle l'eau est absorbée. Si l'eau stagne, le sol est mal équilibré. Si elle s'écoule trop vite, il y a trop de sable. Si elle met trop de temps à s'évacuer, il y a trop d'argile. Préparation finale et tassement naturel. Une fois le drainage ajusté, ils ratissent toute la surface jusqu'à ce qu'elle soit lisse, sans motte plus grande qu'une balle de golf. Ils utilisent des râteaux en acier et travaillent méthodiquement, avec une attention particulière aux coins et aux bords, où le sol se tasse plus mal. La surface finale doit ressembler à une pâte à gâteau au chocolat, fine, sombre et irrésistible. Dans les semaines qui suivent, le sol se tasse naturellement. Les Amish prévoient qu'il descend de 2 à 3 cm. Ils gardent donc toujours du mélangeant. Surplus pour combler les parties qui s'affaissent davantage. L'arrosage aide à accélérer ce processus et révèle les éventuels creux. L'art millénaire du paillage. Une fois le lit rempli, il doit être protégé du climat et des mauvaises herbes. C'est là qu'intervient l'art ancien du paillage, une technique que les Amish ont également perfectionnée, mais qui mériterait un chapitre à part entière. Paille, l'or agricole entre les mains des Amish. À première vue, la paille semble n'être qu'un simple déchet de grange. Mais pour les Amish, c'est un trésor du potager. La paille de blé est la préférée, car elle contient moins de graines indésirables que celle d'avoine ou d'orge, mais elle doit être bien stockée et ne montrer aucun signe de pourriture. La paille fraîche dégage une odeur douce et est complètement sèche au toucher. Si elle sent l'humidité ou se désagrège dès qu'on la touche, elle n'est pas utilisable. La clé réside dans l'épaisseur de la couche. Si elle est trop fine, les mauvaises herbes la traversent facilement. Si elle est trop épaisse, l'eau n'atteint pas les racines. Les Amish appliquent des couches de 7 à 10 cm qui se tassent ensuite jusqu'à environ 5 cm. Cette profondeur bloque la lumière du soleil tout en laissant circuler l'air et l'eau. Quand et comment appliquer le paillage? Appliquer la paille au mauvais moment peut être désastreux. Si on la dépose sur des jeunes pousses trop petites, elle les étouffe. C'est pourquoi les Amish attendent que les plants mesurent au moins 10 cm avant d'ajouter toute l'épaisseur prévue. Ils commencent par une couche légère autour des plus jeunes, puis l'épaississent au fur et à mesure de leur croissance. Il est également crucial de laisser un espace libre entre le paillis et les tiges. Si la paille touche les tiges, surtout celles des tomates, cela crée des conditions idéales pour les champignons et les nuisibles comme les limaces. La solution Amish, laisser un cercle dégagé d'environ 7 cm autour de chaque tige. Ainsi, la plante respire tout en étant protégée. Alternatives au paillage traditionnel, la laine de mouton, rare chez les jardiniers modernes, est exploitée avec soin par les Amish. Elle repousse les limaces, retient l'humidité et, en se décomposant lentement, libère de l'azote. Ils utilisent de la laine trop épaisse pour l'habillement, qu'ils déposent autour des plantes. Contrairement à la paille, elle ne s'envole pas et peut durer toute la saison. Les feuilles mortes sont une autre ressource gratuite que beaucoup jettent.
Les feuilles de chêne sont particulièrement utiles car elles se décomposent lentement et conservent leur structure. Celles d'érable se dégradent plus rapidement, ce qui peut être un avantage ou non selon l'objectif. Les Amish broient les feuilles grandes avec leur tondeuse avant de les appliquer afin d'éviter des couches imperméables qui repoussent l'eau. Durée et entretien du paillis. La longévité du paillis dépend du matériau et du climat. La paille doit être renouvelée 1 ou 2 fois pendant la saison, car elle finit par s'intégrer au sol. Les feuilles se dégradent plus rapidement, surtout dans les climats humides, et peuvent nécessiter un suivi mensuel. La laine, en revanche, peut durer toute la saison sans intervention, compensant ainsi son coût initial. En automne, les Amish accumulent paille ou feuilles sur leurs plates-bandes surélevées, créant une couche isolante qui protège les organismes du sol pendant l'hiver. Au printemps, ils retirent une partie de ce paillis et l'incorporent à la terre, enrichissant le sol avant les plantations. Collecte et utilisation de l'eau de pluie. Une fois le paillis installé, la gestion de l'eau devient encore plus cruciale. Les Amish tirent parti de chaque pluie. Ils placent des tonneaux en bois ou des citernes en béton sous les descentes de toit. Un toit de 90 mètres carrés peut recueillir plus de 2000 litres avec seulement 2,5 cm de pluie. Mais il ne suffit pas de placer des barils sous les gouttières. Ils les surélèvent sur des blocs ou des plateformes afin de créer une pression gravitaire suffisante pour arroser tout le jardin sans pompe ni électricité. Avec seulement 60 cm de hauteur, ils obtiennent une pression douce mais constante. Arrosage stratégique et outils simples. Arroser le matin est une règle d'or chez les Amish. Cela permet aux feuilles de sécher avant la nuit, réduisant le risque de champignons, surtout sur les tomates et les poivrons. Ils commencent juste après le lever du soleil, quand les températures sont basses et l'évaporation minimale. Pour savoir quand arroser, pas de capteur numérique. Les Amish enfoncent les doigts à 5 à 7 cm dans la terre. Si c'est sec, il est temps d'arroser. Si c'est humide, inutile d'intervenir. Cette méthode fonctionne dans tous les climats et ne trompe jamais. Le type d'arrosoir compte aussi. Ils préfèrent les arrosoirs en métal galvanisé avec des pommeaux fins. Ils distribuent l'eau en gouttes douces qui ne blessent pas les jeunes pousses. Les modèles de grande capacité évitent les allers-retours et bien entretenus, durent des décennies. Système gravitaire et profondeur d'arrosage. Les systèmes gravitaires, connectés aux barils surélevés, éliminent le besoin d'équipements coûteux. Les Amish installent des robinets simples à la base des réservoirs et y raccordent des tuyaux. L'eau s'écoule lentement, idéale pour imbiber sans provoquer de ruissellement ni d'érosion. Ce n'est qu'en cas de chaleur extrême qu'ils arrosent en fin de journée, et même là, ils le font suffisamment tôt pour que les feuilles puissent sécher avant la nuit. Arroser tard ouvre la porte aux maladies et aux nuisibles. La clé est d'arroser en profondeur et non fréquemment. L'eau est appliquée lentement pour pénétrer 20 à 30 cm dans le sol. Ainsi, les racines plongent vers le bas, résistant mieux à la chaleur et à la sécheresse. Température et conservation de l'eau. Une eau trop froide peut provoquer un choc des racines, tandis qu'une eau trop chaude peut brûler les plus fragiles. Les Amish laissent reposer l'eau récoltée au moins 1 jour pour qu'elle atteigne naturellement une température idéale. Pour économiser l'eau, ils paillent généreusement autour des plants et groupent ceux ayant des besoins similaires. Ainsi, ils réduisent le gaspillage et valorisent chaque goutte. La sagesse des 3 sœurs, bien avant l'apparition des manuels de jardinage, les peuples autochtones avaient découvert la puissante association du maïs, des haricots et des courges, connue sous le nom des 3 sœurs. Les Amish ont adopté cette technique ancestrale pour son efficacité et son harmonie naturelle. Le maïs sert de tuteur vivant aux haricots grimpants, ce qui évite d'avoir recours à des structures coûteuses. Les racines des haricots fixent l'azote dans le sol, nourrissant à la fois le maïs et elle-même. Quant à la courge, grâce à ses larges feuilles, elle couvre le sol, retient l'humidité et bloque les mauvaises herbes. Le secret réside dans l'espacement et la séquence. Le maïs est semé d'abord en petits groupes, avec des plants espacés d'environ 30 cm. Quand les tiges atteignent la hauteur du genou, 4 haricots sont semés autour de chaque pied. La courge est plantée entre les groupes de maïs, en laissant assez d'espace pour que ces tiges rampantes puissent s'étendre sans envahir les autres cultures. Des fleurs qui protègent et aident les Amish apprécient les soucis pour leur pouvoir répulsif. Ces fleurs éclatantes éloignent pucerons, aleraudes et coléoptères, et sont plantées aussi bien en bordure que parmi les plates-bandes. Elles sont la patrouille du jardin, vigilantes et efficaces sans pesticides. Le basilic s'ajoute également à l'équipe protectrice. Planté près des tomates,
En plus d'en améliorer la saveur, il repousse les vers et les pucerons. Mais il doit être planté à environ 45 cm de distance pour éviter la compétition entre racines. L'aneth attire les insectes bénéfiques qui se nourrissent de nuisibles, mais il peut gêner tomates et carottes s'il est trop proche. C'est pourquoi les Amish le placent stratégiquement pour aider sans déranger. Rotation, air et hauteur. La rotation des cultures est essentielle pour conserver la fertilité du sol et éviter les cycles de ravageurs. Les Amish pratiquent une rotation par famille, d'abord les cultures exigeantes comme les tomates ou le maïs, ensuite les légumineuses comme les pois, puis les racines comme les carottes. Respecter l'espacement entre les plants évite l'accumulation d'humidité, favorable aux champignons. Mieux vaut peu de plantes en bonne santé que beaucoup de plantes malades. Ils organisent aussi leurs plates-bandes selon la hauteur, les plus hautes, comme le maïs et les haricots grimpants, au nord, les moyennes comme les tomates au centre, et les plantes basses comme la laitue ou les herbes au sud. Des alliés à plumes et des promenades quotidiennes. Les poules et les canards sont des régulateurs naturels de nuisibles. Les Amish les lâchent à des moments stratégiques de la journée, généralement tôt le matin ou en fin d'après-midi, lorsque les plantes sont moins vulnérables. Ils ne le font jamais quand les jeunes pousses sont fragiles ni juste avant la récolte. Les canards, en particulier, sont experts pour éliminer les limaces et les escargots, tout en respectant les légumes délicats. Les promenades quotidiennes dans le potager font partie du rituel Amish. Ils observent feuilles, tiges et sols pour détecter tout signe précoce de problème. Ces rondes permettent d'agir à temps sans produits chimiques, attacher une plante, arroser un peu plus, arracher une mauvaise herbe ou récolter au moment idéal. Compost, propreté et anticipation. Chaque automne, les Amish étendent entre 5 et 7 cm de compost mûr sur leur plate-bande en l'intégrant délicatement dans le sol. Cela nourrit les cultures pendant des mois et améliore la structure du sol. Au lieu de longues séances de désherbage, ils retirent les mauvaises herbes quotidiennement, empêchant ainsi qu'elles ne prennent le dessus. Ils préparent leur plate-bande alors que d'autres ont déjà abandonné le jardin pour l'hiver. Ils retirent les résidus de plantes, ajoutent du compost et couvrent de paille ou de paillis, protégeant le sol de l'érosion et préservant sa vie pour la prochaine saison. Ils n'utilisent pas de pesticides, mais misent sur la propreté et la circulation de l'air. Ils retirent les plantes malades, évitent de travailler dans le jardin mouillé et gardent les outils propres. Ils créent même des habitats pour les insectes bénéfiques en laissant des zones sauvages à proximité du potager. Entretien des outils et héritage silencieux. Les outils sont entretenus comme un rituel. Ils sont aiguisés, nettoyés et rangés avec soin. Une houe affûtée travaille mieux, tandis qu'un outil rouillé peut transmettre des maladies. Le jardinage Amish n'est pas seulement une question de récolte, c'est une philosophie. Chaque plate-bande, chaque plante, chaque geste est pensé à long terme. Sans bruit, sans produits chimiques, juste une technique héritée qui fonctionne en silence, saison après saison. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci devrait te plaire aussi. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.